Je voudrais aussi parler d'une dernière chose. Vous ne l'avez pas, parce que je l'ai rajouté a posteriori dans l'impression, le PDF que vous avez pu télécharger de la présentation ici, ce qu'on appelle les piles de concentration. J'ai ici quelque chose de particulier. J'ai mis la même chose des deux côtés. J'ai créé une pile, j'ai mis la même chose des deux côtés. Donc, barre de cuivre et solution de cuivre. Simplement, vous le voyez à la couleur, en tout cas j'ai essayé de le faire à la couleur, il n'y a pas la même concentration en cuivre de plus, en cuivre en solution des deux côtés. La réaction globale d'oxydoréduction, on l'a déjà vu, c'est le cuivre de plus, écrit sous sa forme canonique, la forme oxydée qui donne la forme réduite. On a donc le cuivre de plus plus 2 électrons qui donne du cuivre. Quand je veux exprimer la loi de Nernst de n'importe quelle électrode, c'est E égale 0 moins RT sur NF log de Q. Ça veut donc dire que des deux côtés, du côté de celle que je vais appeler l'anode, pourquoi celle-là? Parce qu'il faut bien que j'en choisisse une. Je ne suis pas sûr d'avoir raison pour l'instant, mais je dis celle-ci, c'est l'anode. D'accord? Voilà, donc j'en choisis une comme étant l'anode. Et du côté de la cathode, vous voyez que forcément, j'aurai la même expression de la loi de Nernst. C'est-à-dire c'est les mêmes réactifs, donc forcément, c'est la même expression. D'accord? Donc, en haut, 1,1, pourquoi? Parce que là, c'est l'activité du cuivre-métal. Cuivre-métal, ça veut donc dire que son activité, c'est sa fraction molaire. A priori, il est pur, donc ça fait 1. Et le cuivre en solution, si je suis en solution diluée, ce sera sa concentration. C'est donc la même écriture des deux côtés. D'accord? Ce qui veut donc dire que si je veux calculer la différence de potentiel, je fais cathode moins anode. J'espère que tout le monde voit qu'ici, forcément, quand je fais ça, le terme en E0 disparaît, d'accord? Puisque c'est le même des deux côtés, donc le terme en E0 disparaît. Et je me retrouve avec un moins RT sur NF, log de la première concentration, celle de la cathode, moins la deuxième, celle de l'anode. Parfait. Ce qui est égal à ça. Oula, c'est allé vite. Non, je ne suis pas allé vite, mais moins log de A, c'est log de 1 sur A, ce qui veut dire que moins log de 1 sur la concentration en Cu2+, anode, c'est plus log de la concentration en Cu2+, anode, et log de A plus B, c'est log de A fois B. D'accord? Ce qui veut dire que je vais me retrouver avec ce terme-là. Mais c'est l'inverse. Non, il y avait un moins devant qui fait le pivot. D'accord? Moins log de A, c'est log de 1 sur A, donc on se retrouve. Il sera intéressant que ça, vous le repreniez par vous-même, histoire d'être bien sûr que vous obteniez le même résultat. Ça va vite ici à l'écran, c'est un peu volontaire, de manière à être sûr que vous repreniez le passage de la deuxième ligne à la troisième, histoire d'être sûr, d'être bien d'accord. Ça veut donc dire que là, dans ce qu'on appelle une pile de concentration, la différence de potentiel entre les deux côtés de la pile n'est due qu'à la différence, ou plutôt au rapport de concentration entre les deux compartiments. Si on a une différence de concentration entre deux compartiments séparés par un pont salin, une membrane à tout hasard, on aura nécessairement une différence de potentiel entre les deux côtés du pont salin ou de la membrane. Et puisqu'on parle de membrane, vous en avez des toutes trouvées dans les milieux biologiques, on en est rempli. D'accord ? Il y a des membranes de partout, membranes cellulaires en particulier, mais pas que, dans lesquelles on n'aura pas forcément la même concentration en espèces ioniques d'un côté et de l'autre de la barrière membranaire. Si on a des différences de concentration, il y aura forcément des différences de potentiel. D'accord ? Eh bien, il y en a de partout. Le long autour des cellules, bien entendu, mais bien entendu aussi le long des nerfs, des axes nerveux, etc. etc. D'accord ? Donc c'est une manière de faire apparaître, juste par différence de concentration, des différences de potentiel et donc éventuellement de la conduction électrique. Simplement par différence de concentration.
Donc ici, hein, ce que j'ai écrit là, c'est positif si la concentration à la cathode est plus grande que la concentration à l'anode. J'espère que vous le voyez ici. D'accord ? C'est juste une conséquence. Hein. Donc la cathode, dans la construction telle que je l'ai là, hein, ce n'est pas une vérité absolue, elle sera construite correctement si la concentration à la cathode est plus grande que la concentration à l'anode. Mais c'est vrai pour ce que je viens de construire là, ce ne sera pas vrai dans tous les cas. Okay ? Ça dépend du type de réaction auquel on a affaire. Je voudrais débloquer un petit truc que vous avez dans les têtes, qui est vrai en l'occurrence. Hein. D'accord ? C'est juste que, tel qu'on vous l'a présenté, vous avez peut-être l'impression que ça ne marche que dans un cas, alors qu'en fait ça fonctionne tout le temps. C'est un petit truc pour savoir, quand on a simplement des potentiels, quel est l'oxydant, quel est le réducteur, quelle est l'anode, quelle est la cathode. Vous connaissez ça plutôt sous le nom de la règle du gamma. D'accord ? Mais on va le prendre en sens inverse. À l'anode, si c'est spontané, j'aurai une oxydation. Une oxydation, c'est le réducteur qui se transforme en forme oxydée. Et cette électrode-là doit être l'électrode négative, celle avec le plus bas potentiel. Parce que c'est ça une anode. D'accord ? Quand on a un système spontané. À la cathode, je dois avoir donc une réduction. C'est la définition de la cathode. Et si c'est un système, donc, l'oxydant qui est réduit, et si le système est spontané, cette électrode-là est positive. D'accord ? Ça veut donc dire que si je place ça sur une échelle de valeurs, du plus en plus, enfin des potentiels d'oxydoréduction de plus en plus positifs, je vais placer en haut. Le potentiel le plus positif, c'est donc ce qui se passe à la cathode. La forme oxydée qui donne une forme réduite. Au potentiel le plus bas, ce qui se passe à l'anode. La forme réduite qui devient une forme oxydée. Et si je relie maintenant les réactifs et les produits. Donc, le premier réactif, c'est la forme oxydée du couple qui va être réduit. Celui du haut, ici, OX2, doit réagir avec une forme réduite, RED1, pour donner, je repasse de l'autre côté, la forme oxydée OX1 et la forme réduite RED2. C'est ce qui est écrit dans la réaction en dessous. Eh bien, si vous les reliez dans l'ordre, effectivement, ça dessine la forme d'un gamma. Mais vous voyez que cette forme de gamma, elle est liée aux définitions que l'on a données de ce qui était une anode, une cathode, et du fait que quand on est dans les conditions de spontanéité, il y en a une qui est positive et l'autre qui est négative. D'accord ? Mais ça dessine effectivement cette forme-là. Alors, est-ce que c'est vrai tout le temps ? Ben oui. Est-ce que j'ai fait la moindre hypothèse réductrice pour arriver à cette conclusion-là ? Non, aucune. Donc c'est vrai tout le temps. Dès l'instant où vous avez une électrode qui a un potentiel plus positif que l'autre, vous aurez ce type de réaction et vous savez que c'est la forme oxydée du couple qui a le plus fort potentiel qui va réagir avec la forme réduite du couple qui a le plus faible potentiel. Dessiner ce gamma. D'accord ? Toujours, c'est vrai. Que vous soyez dans les conditions de référence ou pas. Évidemment, ça marchera aussi quand on est dans les conditions de référence. Donc quand vous êtes dans les conditions de référence, les valeurs, elles sont données dans un tableau, on vous les a filées pour faire l'exercice, c'est facile à comparer. Mais si on n'est pas dans les conditions de référence, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, la loi de Nernst, ça sert à calculer le potentiel dans n'importe quelle condition. Vous connaissez les concentrations, vous utilisez la loi de Nernst pour calculer le potentiel de chacune des deux électrodes, et vous comparez celle qui a le plus fort potentiel, celle qui a le plus faible, et vous savez dans quel sens ça va réagir. D'accord ? Puisque cette règle-là, ce mode de fonctionnement, sera toujours vrai. C'est juste que, une fois que vous avez calculé le potentiel de l'électrode qui est le plus élevé et celui qui est le plus faible, vous savez déjà quelle est la cathode et quelle est l'anode.
Est-ce qu'il y a besoin de faire le dessin d'un petit zigouigoui sur une échelle? Non. Vous savez que celle qui a le plus fort potentiel, c'est la cathode, donc il y aura une réduction. Vous savez que l'autre, c'est l'anode, donc il y aura une oxydation. Point, c'est tout. Le truc est terminé. Il n'y a pas besoin de faire des zigouigouis sur une échelle. Ça ne sert à rien. OK? Voilà. Mais c'est un petit moyen mnémotechnique qui fonctionne, effectivement qui fonctionne, et qu'on peut utiliser. Les potentiels qu'on a mesurés là, c'était par rapport à ENH. ENH présente un énorme défaut. Il faut une bouteille de gaz, il faut du matériel en verre, il faut un liquide à pH 0, d'accord, donc dangereux à manipuler, ce n'est pas pratique à transporter. Ce qui veut dire qu'on n'utilise jamais l'électrode normale à hydrogène. C'est un choix qui a été fait parce qu'il était à peu près au milieu de la gamme d'oxydation. Vous avez vu, on allait de plus 3 à peu près à moins 3. Donc c'était à peu près au milieu, c'était pratique. Mais franchement, pratique de ce point de vue-là, hein, mais pas pratique à utiliser. Dans les faits, on n'utilise jamais cette électrode, on utilise ce qui s'appelle les électrodes secondaires, de référence secondaire, dont on connaît parfaitement le potentiel et qui est très fiable par rapport à ENH. Donc simplement, on va décaler nos valeurs. Et on rajoutera ou on soustraira cette valeur-là à la valeur qu'on a trouvée. Et celles-là, elles sont très pratiques. Une des plus pratiques à utiliser, c'est l'électrode argent, chlorure d'argent, c'est celle que vous avez là. Donc, une électrode d'argent, du chlorure d'argent qui est déposé naturellement en surface, une solution qui contient des ions chlorure à une concentration parfaitement définie. La réaction d'oxydation correspondante, elle s'écrit comme ça. Et vous voyez que dans cette réaction d'oxydation, on a deux solides. Ben oui, l'argent, métal, c'est un solide, et le chlorure d'argent, c'est aussi un solide. Ce qui veut donc dire que dans l'écriture qu'on a là, la seule chose qui puisse varier, c'est la concentration en ion chlorure. Et quand on écrit l'équation de Nernst correspondant, vous pourrez le faire par vous-même, histoire de vérifier, cette équation ne dépend donc que de la concentration en ion chlorure que l'on peut définir parfaitement arbitrairement, c'est nous qui la choisissons. Et dès l'instant où on a choisi cette concentration, le potentiel de cette électrode est fixé. Enfin, fixé à une température donnée, on est bien d'accord. Mais quand on achète une de ces électrodes-là, il y a un petit tableau qui va avec, qui dit à telle température, cette électrode donne tel potentiel. Et on est certain que c'est bien le bon potentiel. D'accord ? Parce que par construction, elle ne peut pas en donner un autre. Ces électrodes-là, on peut les rendre tellement petites qu'on n'arrive plus à les voir. C'est autrement plus pratique que le machin avec la bouteille, la solution dangereuse et tout le bazar. D'accord ? Ça, on sait le miniaturiser très facilement. Et ça ressemble à ça, hein, en version grande. Hein. Donc voilà, la solution de chlorure de potassium, le fil qui plonge dedans, qui va être recouvert naturellement d'AgCl. Le verre poreux qui est au fond, c'est pour qu'on ait la liaison entre les deux solutions, hein, tout simplement. D'accord ? Et ça, on peut le faire tenir sur quelque chose qui fait moins d'1 millimètre carré. C'est bon ? Donc voilà, quelque chose de finalement relativement simple. Si, pour se simplifier les choses, on rajoute une grande quantité de KCl, c'est-à-dire qu'on est à saturation, hein, voilà, s'il y en a qui part, c'est pas grave, il y en a l'autre qui va se dissoudre à la place, eh bien le potentiel de cette électrode-là, il est d'à peu près 200 millivolts, à très peu de choses près, enfin 197 millivolts pour être exact, à 25 degrés, et donc on a quelque chose de fixe et de plus pratique à utiliser. Vous le verrez, c'est souvent le cas. Vous en connaissez une autre d'électrode comme ça, je suis sûr qu'on vous l'a présentée en cours, c'est l'électrode dite à calomel. Vous l'avez entendu ce terme-là, d'accord ? Au lieu d'utiliser du chlorure d'argent, on utilise du chlorure de mercure. Voilà. Mais vous l'avez sans doute déjà entendu. On va terminer pratiquement sur ça. Ce n'est pas tellement la partie calcul thermodynamique, c'est plus la liaison avec la thermo qui va être importante. Delta G est relié à delta E. Donc, mesurer, et c'est simple, ça demande juste un voltmètre,
une différence de potentiel, c'est permettre d'accéder en quelques secondes à une valeur qui est plutôt difficile à atteindre, ce delta G, d'accord, qui n'est pas simple à avoir. Donc, en mesurant l'un, on a directement l'autre. Relation de thermo, pas de problème. Mais il y a mieux. Parce que vu la construction de ce qu'on a fait, je ne vais pas passer de temps à le démontrer ici, mais je n'ai pas passé de temps non, à le démontrer, mais la définition même de ce qu'est l'entropie, d'accord, c'est la variation de delta G quand on change la température à pression constante. C'est pas très compliqué à montrer, mais c'est le cas. Ce qui veut donc dire que l'entropie est liée directement à la variation de delta E quand on produit des changements de température. On change la température, ben vous n'avez qu'à regarder la forme de la loi de Nernst. En changeant la température, de fait, on change le potentiel. RT sur NF. On change la température, on va changer le potentiel. D'accord ? Eh bien, ça veut donc dire qu'en faisant varier la température, on va pouvoir faire varier delta E, mesurer ces variations, calculer la différence, dE sur dt, et donc en déduire directement la variation d'entropie. Et comme delta G, c'est delta H moins T delta S, puisqu'on a delta G, puisqu'on peut trouver delta S, on peut donc aussi calculer delta H. En faisant simplement des mesures avec un voltmètre, on peut en déduire les trois grandes valeurs de thermodynamique d'un système d'oxydoréduction. Delta G, delta S, delta H. On aura donc juste à tracer delta E en fonction de la température. La pente en un point donné, c'est delta S, à un coef près. Et une fois qu'on a cette pente, on a la valeur, on peut en déduire les trois autres grandeurs. Ce qui est important là-dedans, c'est de comprendre ce qu'est ce delta E en fait. Delta G, c'est une somme de potentiels électrochimiques. Les potentiels électrochimiques, ce sont des choses, c'est une variation d'une quantité d'énergie quand on change une concentration. C'était ça. Mais ce delta G au départ, cette quantité d'énergie, le delta G qu'on a ici, on l'avait calculé, on l'a imaginé pour calculer plus simplement la variation d'entropie totale du système. C'est pour ça qu'on sait que quand delta G est négatif, delta S est positif, donc le système évolue spontanément. Ça veut donc dire qu'en mesurant ces delta E, ce que l'on mesure effectivement, ce sont des variations d'entropie. Un delta E positif signifie qu'on a une variation d'entropie qui est positive, donc un système qui évolue spontanément. Ça, tout ce qu'on vient de voir pendant les presque 3h30 qu'on a passé ensemble, ça consiste simplement à comment on fait pour mesurer des variations d'entropie quand on a un système qui implique aussi des échanges électroniques. Mais tout ça, ce n'est que de la mesure de variation d'entropie. Savoir si un système va évoluer et dans quel sens il va évoluer. Ça ne revient qu'à ça. D'accord ? Juste ça. Il se trouve simplement que c'est pratique parce que mesurer des différences de potentiel, c'est pas dur. Beaucoup plus simple que toutes les autres manières de mesurer des delta S, des delta H, etc., etc. Parce que mesurer des changements de température, des changements de chaleur, c'est beaucoup plus compliqué que simplement brancher un voltmètre. C'est donc une solution très simple, très pratique d'évaluer ces grandeurs.